ont aussi été organisés un peu partout au Canada. Les rassemblements se sont parfois tenus sous forte présence policière, en raison notamment, dans certains cas, de la tenue simultanée de manifestations pro-palestiniennes. Je joins Vincent Rességuier à Montréal. Vincent, vous êtes justement là dans un rassemblement pro-palestinien. Quelle est l'atmosphère sur place? C'est une ambiance assez animée avec des chants, des slogans. Ça, c'est pour le son. Pour le visuel, on voit beaucoup de drapeaux palestiniens, beaucoup de kéfirs. Vous savez, cette coque traditionnelle moyen-orientale qui est un des symboles de la Palestine. Et on voit aussi beaucoup de policiers. Vous le mentionnez ici, il y a un grand déploiement parce qu'il y a aussi quelques rassemblements pro-israéliens qui sont prévus en ville aujourd'hui. Je vous propose d'écouter quelques manifestantes pro-palestiniennes à qui j'ai demandé pourquoi elles étaient dans la rue. Je suis libanaise, donc je viens pour supporter mon peuple, supporter les Palestiniens. La famille que j'ai là-bas, les amis, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, il n'y a pas de maison. Mettre fin à ce génocide, à tuer les gens. Vincent, vous avez aussi parlé à des personnes qui ont participé à des rassemblements de la communauté juive. Oui, des étudiants qui ont manifesté devant l'université McGill. Et dans ce cas, on sentait davantage de tristesse et une certaine lourdeur en lien avec le massacre du 7 octobre dernier. Je vous propose d'écouter quelques manifestants. De la peine et on est là pour vraiment sentir comme une communauté. Pour moi, je suis là aujourd'hui car dans une journée tellement triste, ça m'enrage la vérité. Je vois mes frères et sœurs qui souffrent. Et dans plusieurs villes, donc, des commémorations, des manifestations sont organisées aujourd'hui un peu partout au Canada. Et dans plusieurs cas, la police a amplifié sa surveillance des lieux de culte, des centres communautaires et des universités. Merci Vincent. Je vous en prie. Les parlementaires canadiens ont eux aussi condamné l'attaque perpétrée par le Hamas contre Israël il y a un an. La période de questions aux communes a cependant donné lieu à des échanges houleux. Libéraux et conservateurs se sont mutuellement accusés d'instrumentaliser cette journée à des fins politiques. Explication de Christian Noël. Les politiciens canadiens soulignent un jour sombre pour Israël et pour le Canada. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Le Canada a perdu 8 Canadiens le 7 octobre dernier. Et donc, on s'en souvient et on prend le temps de s'en souvenir. En Chambre, Pierre Poilievre dénonce les manifestations pro-palestiniennes au pays qu'il qualifie d'antisémites. Et au passage, il accuse la ministre Joly d'être faible dans sa défense d'Israël. Parce que, dit Pierre Poilievre, la ministre préfère solliciter les partisans du Hamas au sein du Parti libéral pour sa campagne au leadership. La ministre Joly est piquée au vif. Et ce que Pierre Poilievre a fait aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. Il a fait en sorte de mettre l'accent sur ce qui nous divise plutôt que ce qui nous unit. C'est déplorable, dit-elle, que les conservateurs font de la petite politique en cette triste journée. Et c'est complètement absurde. Clairement, ce gars-là, il n'est pas prêt d'être premier ministre. Puis les Canadiens, les Québécois, on droit à bien meilleur que ça. Mais en Chambre, le président aussi demande au chef de l'opposition de retirer ses propos non parlementaires. Au bureau de Pierre Poilievre, on répond pour le moment que la question du chef en Chambre tient toujours. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Une campagne de vaccination contre les infections respiratoires est lancée au Québec. Les autorités indiquent que des cas d'infection au virus respiratoire syncytial et à la COVID-19 ont déjà été observés, tandis que l'arrivée de l'influenza est prévue dans les prochaines semaines. Diana Gonzalez fait le point. Les personnes âgées de 75 ans et plus ou celles à risque de complications peuvent désormais prendre rendez-vous pour recevoir les vaccins contre la COVID-19 et l'influenza. La population générale y aura accès dès le 16 octobre. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, affirme que la vaccination sera offerte dans les pharmacies et les points de services locaux. Nous travaillons avec les équipes de Santé Québec qui voient raffiner toutes les opérations pour faire en sorte que la distribution des vaccins se passe bien, pour que les équipes du côté des pharmacies puissent offrir ces vaccins-là, de la COVID, de l'influenza. Pour ce qui est du virus respiratoire syncytial, la vaccination se fera directement dans les résidences pour personnes âgées. Pour les bébés, un agent immunisant, le Nirsevimab, sera offert au cours des prochaines semaines, au moins de 6 mois, et ce à risque jusqu'à l'âge de 18 mois. La docteure Caroline Quash est pédiatre, microbiologiste, infectiologue au CHU Sainte-Justine. Le Nirsevimab, c'est carrément les anticorps qu'on administre. Quand on regarde les résultats de la dernière année en France et en Espagne, entre autres, ils ont eu une diminution vraiment marquée des visites aux urgences et des hospitalisations pour le VRS. Déjà près d'une centaine de bébés, les plus vulnérables,
l'ont reçu au cours des derniers jours. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. Peu de répit pour le Mexique et le sud-est des États-Unis. L'ouragan Milton s'est transformé en ouragan de catégorie 5 près de la péninsule du Yucatan. Il devrait toucher terre en Floride mercredi, un État déjà affecté par le passage destructeur de l'ouragan Hélène à la fin septembre. Tampa et Orlando se préparent notamment à d'éventuelles évacuations massives. Reportage de Frédéric Arnaud. À l'approche de l'ouragan Milton, les résidents de Winter Park dans la région d'Orlando remplissent des centaines de sacs de sable. On se prépare comme on peut, explique Nate Dorr. Kevin Guthrie, le directeur de la gestion des mesures d'urgence de la Floride, ne mâche pas ses mots. Please, if you're in the Tampa Bay area, you need to evacuate. Si vous êtes dans la baie de Tampa, évacuez maintenant. 10 jours seulement se sont écoulés depuis qu'Hélène a balayé la côte du golfe de Floride, qui a frappé la région en tant que tempête de catégorie 4. Aujourd'hui, les autorités demandent aux habitants encore en phase de récupération d'évacuer ou de se préparer à une nouvelle tempête potentiellement mortelle. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, demande aux résidents de nettoyer les débris laissés par l'ouragan Hélène, car il représente un danger supplémentaire à l'approche de Milton. L'ouragan devrait toucher terre sur la côte du golfe de Floride mercredi. Milton est l'ouragan le plus puissant dans l'Atlantique depuis Dorian en 2019, dont les vents soutenus avaient atteint près de 300 km/h. Les vents de la tempête feront s'accumuler l'eau contre la côte. Le Centre national des ouragans prévoit une onde de tempête de plus de 3 mètres le long de la majeure partie de la côte du golfe de la péninsule de Floride et jusqu'à près de 4 mètres dans la baie de Tampa. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Washington. Toujours aux États-Unis, la Cour suprême de la Géorgie a rétabli l'interdiction de l'avortement après 6 semaines de grossesse. Elle suspend ainsi une décision d'un juge de première instance qui avait restauré l'autorisation de l'avortement jusqu'à la viabilité du fœtus, soit autour de 20 à 22 semaines. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada, Radio-Canada Info. Radio-Journal du 7 octobre 2024 à Radio-Canada.